Falcone, you see, we've been talking to you all morning long. Good morning, good to see you. Oh, I'm so happy to be here. You guys are such lights. Don't go Blake Lively and Brendan Sklar. We're very happy to say you're joining us. Il y a 3 mois, je vous publiais une vidéo à charge contre Blake Lively en la titrant L'heure du downfall de Blake Lively. Cette vidéo est arrivée cet été, juste après la sortie du film Jamais plus aka It Ends With Us, où elle est coproductrice, mais aussi et surtout co-star avec Justin Baldoni, aka celui qui a joué Rafael Solano dans Jane the Virgin. Alors que l'histoire, parce que c'est basé sur un livre, l'histoire de l'autrice très problématique Colleen Hoover traitait d'un sujet d'une relation très toxique et même des violences conjugales, une grosse partie du cast, Colleen ainsi que Blake, avait décidé de faire toute une promo très flower power, très girly, en évitant totalement le cœur du sujet. On en était arrivé au point carrément où Blake Lively avait sponsorisé plusieurs événements du film avec sa marque d'alcool Betty Booze. Vous savez, le même alcool qui se retrouve dans 34% des situations de violence conjugale. Et en face, nous avions Justin Baldoni qui est ouvertement féministe depuis des années, qui prend la parole sur énormément de sujets, qui fait de la prévention, qui essaye de réveiller les autres hommes face à la question de ce que nous les femmes en fait on peut traverser au quotidien, qui lui pendant toute cette promo justement continue à faire de la prévention, à parler des sujets qui font mal et à donner une espèce de plateforme à des anciennes victimes justement. Et il a été en quelque sorte excommunié par le reste du groupe. C'était vraiment une promotion en deux teintes et tout laissait croire que Blake Lively, qui est une mean girl parce que on le sait, on a déjà eu des relents de plein d'expériences d'anciennes co-stars, de comment elle a pu être sur plein de tournages et tout, tout laissait croire qu'elle avait juste été le bourreau d'une nouvelle personne. Mais attention, parce que tout a changé cette semaine, quand Blake Lively, elle a porté plainte contre Justin Baldoni, ainsi que sa société de production Wayfarer Entertainment. C'est très principalement l'article du New York Times intitulé We Can Bury Anyone Inside a Hollywood Smear Machine qui a tout fait éclater en reprenant toute l'affaire, mais toute l'affaire sur des éléments que l'on n'avait pas. Tout ce dont nous disposions il y a quelques mois, c'était les éléments visuels, c'était les interviews, c'était des extraits audio, c'était des rumeurs. C'est tout ce dont nous disposions. Mais cette fois-ci, l'article du New York Times a été une vraie investigation. Et on le doit à Megan Twohey ainsi que Mike McIntyre, qui sont 2 journalistes d'investigation au New York Times. Accrochez-vous bien, parce que c'est conséquent. J'ai pris le temps de vous faire une traduction et de vraiment tout remettre à niveau pour une bonne traduction et une bonne compréhension du texte. Je n'ai pas traduit toutes les phrases de cet article, ce n'est pas à la virgule près. J'ai pris tous les éléments les plus importants, ça va être long. Vous pouvez mettre cette vidéo limite en mode podcast parce que ça va surtout être pour parler. Il y aura de temps en temps des images pour certains screenshots, mais ça n'ira pas plus loin. Mais vraiment, soyez attentifs et attentives parce que c'est une lecture assez intéressant. Et également, je suis désolée d'avance s'il y a pas mal de lectures, il y aura quasiment que de la lecture dans la mesure où j'ai tout écrit et c'est vraiment très long. Pendant le tournage, Blake Lively, la co-star, s'était plainte que Justin Baldoni et Jamie Heath, le producteur principal du film, avaient franchi à plusieurs reprises les limites physiquement et lui avaient fait des commentaires sexuels et autres commentaires inappropriés. Leur studio, Wayfarer, a accepté alors de fournir ce qu'on appelle un coordinateur d'intimité à temps plein, de faire appel à un producteur externe et de mettre d'autres mesures de protection sur le plateau. Dans une lettre d'appoint au contrat de Madame Lively signée par Jamie Heath, le studio a également accepté de ne pas faire de représailles contre l'actrice. Déjà, rien que cet élément pue un peu. Mais en août de cette année, les 2 hommes qui s'étaient positionnés comme des alliés féministes à l'ère MeToo ont exprimé des craintes que ces allégations ne deviennent publiques et ne les entachent suite à une plainte légale qu'elle a déposée vendredi dernier, le moment où tout a basculé. Dans sa plainte, elle affirme que leur compagne PR avait un objectif explicite, nuire à la réputation de Blake Lively. Son dépôt de plainte comprend des extraits de milliers de pages de SMS et de mails qu'elle a obtenus par le biais d'une assignation à comparaître. Ces documents et d'autres ont été examinés par le New York Times. Et si jamais vous voulez le lien vers l'article ainsi que la plainte, vous aurez tout en barre d'infos. Je vous préviens, c'est en anglais. Tout est en anglais avec des fois des termes qui sont un peu spécifiques, mais en tout cas, si vous êtes assez à l'aise dans cette langue-là, n'hésitez surtout pas parce que c'est ô combien intéressant, ça vous fera votre lecture de ce soir. Les documents montrent un manuel complet pour mener une campagne de diffamation largement indétectable à l'ère numérique. Alors que le film sur la violence domestique a été un succès au box-office, rapportant près de 350 millions de dollars dans le monde entier, les critiques en ligne de l'actrice ont grimpé, elles, en flèche. Citation. Il veut avoir l'impression qu'elle peut être enterrée.
a écrit un publiciste travaillant avec le studio et Justin Baldoni dans un message du 2 août à l'experte en gestion de crise, Melissa Nathan. « Vous savez que nous pouvons enterrer n'importe qui », a répondu Melissa Nathan. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer qui est qui, c'est juste un avant-goût. » Dans les semaines suivantes, Melissa Nathan, dont les clients ont inclus Johnny Depp et les rappeurs Drake ou encore Travis Scott, s'en est prise à la presse, faisant pression pour empêcher les histoires sur le comportement de Justin Baldoni et en renforçant les histoires négatives sur Blake Lively, d'après les SMS qu'elle a pu envoyer. Un certain Jed Wallace, qu'elle a embauché, a alors dirigé une stratégie numérique qui comprenait le boost des publications sur les réseaux sociaux afin d'aider leur cause. À ce sujet, un avocat de Wayfarer Studio, donc la société de production de Justin Baldoni, a été interrogé par le New York Times et a répondu que le studio, ses dirigeants ainsi que ses représentants de relations publiques n'ont rien fait de proactif ni de représailles contre Blake Lively et ils ont accusé l'actrice d'une autre tentative désespérée de réparer sa réputation négative. En même temps, l'avocat a aussi affirmé que Blake Lively avait balancé des histoires négatives et complètement fabriquées et fausses auprès des médias sur Justin Baldoni, ce qui selon lui était une autre raison pour laquelle Wayfarer Studio a pris la décision d'embaucher un professionnel de la crise. Donc là, vous voyez que pour le coup, ils sont en train de dire que ce n'est pas Blake Lively qui a fait la demande et c'est pour ça qu'il y a eu des professionnels de crise, mais c'est parce que Blake Lively faisait n'importe quoi qu'il y a eu un professionnel de crise. Donc entre la plainte et là, la réponse, on a déjà des discours qui sont totalement différents. Je ne vous dis pas d'en croire un plus que l'autre, je vous sous-entends juste quelque chose qui est présent. Mais l'effort pour maintenir Blake Lively semble avoir porté ses fruits. Quelques jours après la sortie du film, la couverture médiatique négative et les commentaires sont devenus un pourcentage exceptionnellement élevé de sa présence en ligne, selon un examen qu'elle a demandé à un consultant en marketing. Justin Baldoni, en revanche, en est sorti en grande partie indemne. Carrément ce mois-ci, il a été honoré lors d'un événement célébrant les hommes qui élèvent les femmes, combattent la violence sexiste et promeuvent l'égalité des sexes dans le monde entier. Mais coup de théâtre quand hier samedi, avant-hier samedi, après la publication de cet article du Times, que je vous relate maintenant, l'agence de talent WMI, qui représentait Justin Baldoni, a décidé de le lâcher. Et petite information qui est intéressante, c'est que WME, qui représentait Justin Baldoni, représente également Ryan Reynolds ainsi que Blake Lively. La plainte de Blake Lively contre Justin Baldoni, Jamie Heath, Wayfarer Studio, Steve Sarowitz, cofondateur du studio en question, Jade Wallace, Melissa Nathan et Jennifer Abel, une autre dirigeante des relations publiques impliquée dans la campagne contre elle, visent donc du harcèlement sexuel et des représailles, entre autres allégations. La plainte déposée auprès du département des droits civils de Californie est le précurseur d'un procès. Donc c'est-à-dire que c'est uniquement la première étape. En mai, plusieurs mois après la fin du tournage, Justin Baldoni s'est rendu compte que Ryan Reynolds l'avait bloqué sur Instagram. Alors à ce moment-là, il a envoyé un message qui disait « Nous devrions avoir un plan au cas où si elle fait la même chose lorsque le film sort », a écrit Justin Baldoni à propos de Blake Lively dans un échange de SMS avec Jennifer Abel, une publiciste qui a longtemps travaillé avec lui ainsi que Wayfarer. Les plans me font me sentir plus à l'aise. Jusqu'ici, ce SMS en soi n'est pas quelque chose d'incriminant ou d'innocentant, pas du tout. C'est juste le SMS d'une personne qui a remarqué que l'époux de sa co-star la unfollow sur les réseaux et qui a peur que lors de la sortie du film, cette co-star-là avec qui il y a des problèmes puisse faire la même chose et donc automatiquement, ça entache une promotion et derrière, potentiellement ta réputation. Blake Lively avait exprimé des inquiétudes concernant Justin Baldoni dès le début. Selon sa plainte juridique, avant le début du tournage par exemple, elle s'est opposée aux scènes de sexe qu'il voulait ajouter et qu'elle considérait comme gratuites dans le scénario. Elle a détaillé ses plaintes lors d'une réunion avec Justin Baldoni, Jamie Heath, le directeur général de la prod, et d'autres producteurs en janvier, selon le dossier juridique. Elle a affirmé que Justin Baldoni avait improvisé des baisers lors du film et discuté de sa vie sexuelle devant elle. Jamie Heath, quant à lui, aurait montré une vidéo de sa femme nue, a-t-elle dit, et elle a ajouté que les deux hommes sont entrés à plusieurs reprises dans sa loge de maquillage sans y être invités alors qu'elle était déshabillée à certains moments lorsqu'elle était en train d'allaiter. Au printemps, Blake Lively a dit à ses équipes que le comportement des deux hommes s'était amélioré avec les nouvelles protections mises en place sur le tournage.
Mais à ce moment, elle a entamé une nouvelle bataille contre eux, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, et qui touchait cette fois-ci au domaine créatif. En fait, à ce moment-là, elle a proposé ce qu'on appelle dans le cinéma une nouvelle coupe, donc une nouvelle propale sur le scénario, à Sony ainsi que Wayfarer. Dans cette propale, il y a apparemment donc Ryan Reynolds, ce dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo, qui aurait retouché les dialogues. Ça a été très mal pris aussi parce que c'était pendant la grève justement à ce moment-là des scénaristes ainsi que de tous les auteurs qui ne veulent pas se faire remplacer par des IA. Et c'est vrai que c'était un certain doigt d'honneur d'un milliardaire face à eux. À côté de ça, elle aurait totalement changé les tenues qu'elle est censée porter, elle aurait modifié beaucoup de ses dialogues et elle a ajouté aussi un son de Taylor Swift qui est sa meilleure amie dans la playlist du film. Sony et Wayfarer, ils ont validé et c'est donc à ce moment-là qu'elle est devenue coproductrice sur le film. À l'approche de la sortie du film, Blake Lively et d'autres membres de la distribution ont informé Sony et Wayfarer qu'ils ne feraient aucune apparition aux côtés de Justin Baldoni. Ouch. Il en a été de même pour Colleen Hoover, l'autrice, qui avait ses propres insatisfactions à son égard. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi début août, Justin Baldoni et Wayfarer ont embauché Melissa Nathan, qui s'était occupée du PR de Johnny Depp lors de son procès contre Amber Heard. Ce choix n'est pas anodin, notez-le bien, car c'est elle qui avait dirigé toute la campagne médiatique contre Amber Heard, faisant du procès un spectacle en continu. Et si vous vous souvenez bien, j'avais publié 2 vidéos à l'époque. Première vidéo, c'était la vidéo où j'avais uniquement regardé des rapports de police, vraiment que du juridique et les plaintes. Et suite à ça, j'avais fait une vidéo qui était assez neutre, où j'essayais de prendre le maximum de distance et où vous m'avez harcelé, roué de coups dans les commentaires, rabaissé pour beaucoup, je dis pas toutes et tous, parce que je n'avais pas pris parti pour Johnny Depp. Je tiens quand même à vous le dire. J'ai passé cette vidéo en privé, je me suis dit bon écoute ok, je vais voir ce qui se dit sur les réseaux, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas réussi à saisir. Et en fait ce que j'ai pas réussi à saisir c'était la campagne de PR que Melissa Nathan avait faite en faveur de Johnny Depp. Et c'est ça que vous avez vu directement, vu qu'à ce moment-là déjà, j'étais un peu moins sur Twitter. Maintenant je suis plus du tout, mais j'y étais un peu moins et donc je n'avais pas vu tout ça tourner. Ce qui fait que lorsque je m'étais arrêtée uniquement au fait de l'affaire, moi ce que j'avais vu c'était un couple très toxique avec énormément de violence des deux côtés, mais il est sûr qu'on a une personne qui est plus connue que l'autre, une personne qui est plus âgée, une personne qui a une certaine assise, il y a une certaine hiérarchie dans cette relation. Et donc moi j'avais pris ça en compte, j'avais pris du recul et j'avais vraiment parlé des faits, j'avais pas pris parti. Vous m'avez mis le couteau sous la gorge et quand j'ai mangé toutes les infos de Melissa Nathan, parce que c'est ce que elle finissait par nourrir aux réseaux sociaux ainsi qu'aux médias, c'est là que j'avais fait une vidéo qui en fait était beaucoup plus en soutien à Johnny Depp. Honte à moi, bien entendu. Parce que si vous n'avez toujours pas compris, dans l'affaire de diffamation, Amber Heard a été reconnue coupable pour de la diffamation. Mais attention, de la diffamation ne veut pas dire que ce que tu dis est faux. Ça veut dire que ce que tu dis, on a vraiment vu que ça porte atteinte à la réputation et à l'image de la personne que ça visait. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça veut juste dire que ça porte atteinte. C'est autre chose de dire que c'est faux. Mais par contre, je vous rappellerai que pour les cas de violence conjugale, Johnny Depp, lui, a été condamné par la cour anglaise, parce qu'il avait un autre procès avec elle. Chose qui a été énormément mise en arrière, et ça, c'est le travail de Melissa Nathan. Mais revenons à notre affaire. Dans un échange du 2 août entre Justin Baldoni, Melissa Nathan, Jamie Heath et Jennifer Abel, Justin disait « Pas trop fan du document qu'ils ont envoyé. Je suis pas sûre de ressentir la protection que j'ai ressentie lors de l'appel. » Ceci tournait autour du déséquilibre créatif entre lui et Blake Lively. Jennifer Abel a relayé sa frustration à Melissa Nathan. « Je pense que vous devez être dur et montrer la force de ce que vous pouvez faire dans ces situations. Il veut sentir qu'elle peut être enterrée. » Ce à quoi Melissa Nathan a répondu « Bien sûr, mais vous savez, lorsque nous envoyons des documents, nous ne pouvons pas aussi envoyer ce que nous allons faire ou ce que nous pourrions faire, parce que cela pourrait nous causer beaucoup de problèmes. » En ajoutant « Nous ne pouvons pas l'écrire, mais nous allons la détruire. » Quelques instants plus tard, elle a aussi déclaré « Imaginez si un document disant tout ce qu'il veut se retrouve entre de mauvaises mains. Vous savez que nous pouvons enterrer n'importe qui. » 3 jours plus tard, Justin Baldoni a envoyé un SMS à Jennifer Abel signalant un fil de discussion sur les réseaux qui accusait une autre célébrité de comportement d'intimidation et qui avait généré à ce moment-là 19 millions de vues. Et il a dit à ce sujet « C'est ce dont nous aurions besoin », a-t-il écrit. Ce après quoi Melissa Nathan a proposé d'embaucher des entrepreneurs spécialisés dans le changement de narratif de manière imperceptible sur les réseaux. Vous savez, le même narratif dans lequel vous et moi sommes tombés. Oui, je dis vous et moi parce que ma précédente vidéo était à charge contre Blake Lively, parce que tout ce qui tournait sur les réseaux sociaux, tout ce qui était dit dans la presse était à charge
contre Blake Lively. Il n'y avait pas de plainte à ce moment-là. Il n'y avait rien de juridique, aucun document légal sur lequel s'appuyer, excepté les articles et ce qu'on pouvait voir des vidéos ainsi que des interviews. Et à ce moment-là, tout portait à croire qu'il y avait une seule personne fautive et que c'était Blake Lively. Là-dessus, je reconnais totalement mes torts. Et j'espère que vous reconnaîtrez les vôtres aussi, parce que on a sûrement fait un procès beaucoup trop tôt. Et la preuve en est que je fais totalement partie de ce genre de rouage, parce que le but quand il y a ces campagnes de PR, c'est que des influenceurs, dont moi, puissent relayer le message de la campagne. Et moi, c'est ce que je vous ai fait. Je vous ai dit, Justin Baldoni, c'est un mec green flag ambulant, il semble hyper safe, il est féministe, il prend toujours le dos des femmes, Blake Lively, on sait que c'est une mean girl, et donc en additionnant tout ça, je vous ai dit... On sait qui est coupable. Après l'avant-première du 6 août, tout s'est accéléré lorsque les influenceurs ont remarqué que Justin Baldoni s'était fait unfollow par le cast, sur Instagram surtout, et un article du Hollywood Reporter à ce sujet n'a fait que donner de la force à toutes les spéculations possibles. Je vous partage un screenshot d'un SMS juste maintenant. Melissa Nathan a donc saisi cette occasion pour elle-même contacter des journalistes afin de placer son narratif. Je vous le fais en anglais dans un premier temps et je vous traduis juste après. The unfollow situation is what everyone is pointing at, seemingly that something is much bigger under the surface, as why would they all unfollow? Ce que Justin Baldoni a dit, et elle a répondu, we flagged to Jet and his team as well. Donc Justin lui expliquait que le fait qu'il ait été unfollow, c'est tout ce dont les gens sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de pointer du doigt. Mais surtout, les gens sont en train d'essayer de commencer à penser et à fouiller parce que tout le monde se dit qu'il y a sûrement quelque chose en dessous de la surface. Quelque chose qui expliquerait le pourquoi du comment de l'unfollow. Et elle a juste répondu qu'ils ont flag tout ça, donc ils ont transmis et bien souligné tout ça à Jed Wallace ainsi que son équipe. Jed qui était la personne qui a tout mené sur les réseaux sociaux pour la campagne de boost de tous les posts qui mettaient en valeur Justin Baldoni et qui rabaissaient Blake Lively. Jennifer Abel a écrit à Melissa Nathan le 4 août que « J'ai des envies chaotiques de vouloir planter des bouts d'histoire de l'horreur que c'est de travailler avec Blake, juste pour prendre de l'avance. » Melissa Nathan a répondu qu'elle avait déjà parlé à une rédactrice en chef du Daily Mail, je cite « Elle est prête quand nous le sommes », a écrit Melissa Nathan. Une série d'articles a suivi celui du Hollywood Reporter. Beaucoup ont donné l'impression que la seule faille était le contrôle créatif. Certains journalistes pourtant avaient eu vent de plaintes concernant le comportement de Justin Baldoni, mais aucune n'a été publiée. Je cite « Il ne se rend pas compte à quel point il est chanceux. » SMS de Melissa Nathan à Jennifer Abel. Je vous partage un deuxième screen, cette fois-ci c'est un échange entre Jennifer Abel ainsi que Melissa Nathan. Jennifer qui dit « So, are we in the clear now? Did we survive? » Melissa qui lui répond « We survived. All press is so overwhelming. We've confused people so much. Mixed messaging is actually really funny if you think about it. » Donc Jennifer qui lui demande « Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on a survécu ?» Et Melissa qui lui répond « Oui, on a survécu. » Toute la presse est totalement noyée. On a réussi à rendre les gens confus. Il y a tellement de messages mélangés et de sous-sens et de plein de choses en fait qui juste se sont mêlées les unes aux autres que nous, on savait pas comment s'en dépatouiller. Elle a dit que ça c'est hyper... Enfin, c'est là que tu vois que ces gens-là voient ça que comme un taf et pour eux, il y a vraiment pas de mal à faire des énormes dingueries sur les médias et les réseaux sociaux. Elle finit Melissa Nathan en disant... C'est quand même hyper drôle quand il pense. Ouais, c'est vrai que c'est drôle de voir à quel point vous avez le pouvoir de tout manipuler quand on y pense. Donc cet autre échange entre Melissa Nathan et Jennifer Abel prouve ce contrôle du narratif et à quel point elle faisait ce qu'elle voulait. Pendant ce temps en ligne, un backlash contre Blake Lively était en cours. Il est impossible de savoir dans quelle proportion la publicité négative a été semée par Melissa Nathan et son équipe et à quel point ils ont amplifié le tout. Le 10 août, Kjersti Fla, une journaliste norvégienne de divertissement, a téléchargé sur YouTube une interview de 2016 dans laquelle Blake Lively a riposté lorsque Kjersti Fla a commenté son baby bump. Elle avait titré la vidéo « L'interview de Blake Lively qui m'a donné envie de quitter mon taf » et a déclaré au Daily Mail qu'il est temps que les gens qui se comportent mal à Hollywood ou ailleurs d'ailleurs soient pointés du doigt pour cela. Ah oui, j'étais vraiment pas la première scandalisée en voyant l'extrait de cette interview. Hein. Moi aussi, j'étais là en mode oh, « Regarde comment elle est hautaine Blake, regarde comment elle parle mal, regarde comment elle juge. » Donc oui. Mais ce qui est très drôle, c'est donc comme le précise l'article du New York Times, c'est que ce n'était pas la première fois que cette journaliste-là publiait une vidéo alignée avec un client de Melissa Nathan. En 2022, au milieu de la bataille juridique de Johnny Depp avec Amber Heard, Kjersti Fla a posté des extraits de ses interviews avec l'acteur avec le tag « Justice for Johnny Depp ». Est-ce que vous commencez un peu à saisir à quel point
les équipes de PR peuvent manipuler les médias et les réseaux sociaux. Moi-même, je vous avoue que avant d'avoir tout cet article, et j'ai pas encore fini de vous lire ça, je n'avais pas encore saisi à quel point ça pouvait être deep et à quel point on pouvait nous la mettre par derrière. Revenons à l'article. Pendant la promo du film, Blake Lively a également été accusé d'être insensible aux violences domestiques. Sauf que, très important, écoutez-moi, le plan de promotion officiel a demandé aux acteurs de se concentrer davantage sur les aspects édifiants du film plutôt que sur les abus et d'adopter un thème floral, parce que son personnage Lily Bloom a un magasin de fleurs. Voyant ce retour de flamme, Justin Baldoni et son équipe de PR ont décidé de mettre en avant des survivants de violences domestiques dans ses interviews ainsi que sur ses réseaux sociaux. Je cite: « Nous l'écrasons sur Reddit », a déclaré Jade Wallace de l'agence Street Relations à Melissa Nathan dans un SMS du 9 août. Le lendemain, l'un des employés de Melissa Nathan a envoyé « Nous avons commencé à avoir un changement sur les réseaux sociaux, en grande partie grâce aux efforts de Jade Wallace et de son équipe pour changer le narratif. » Melissa Nathan a donc écrit à Jennifer Abel « Et les réseaux sociaux s'intensifient vraiment. Elle doit être furieuse. C'est en fait triste parce que cela montre juste que vous avez des gens qui veulent vraiment détester les femmes. » Le 15 août, Justin Baldoni propose de retourner le récit, comme il a dit, sur une histoire positive sur Blake Lively et son mari, en utilisant leurs propos contre eux. Donc cette fois-ci, on ne fabrique pas, on prend ce qui a été dit et juste on le retourne contre eux. Mais d'autres fois, il semblait hésitant, cherchant à se rassurer sur les tactiques employées par les équipes PR. Lorsqu'il remarque par exemple un article d'un tabloïd critiquant Blake Lively, il envoie un SMS inquiet. Comment pouvons-nous dire d'une manière ou d'une autre que nous ne faisons rien de tout cela ? Il semble que nous essayons de l'abattre là. À une autre occasion, il s'est même inquiété et a demandé à Melissa Nathan s'il déployait de faux comptes, donc des bots, sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça qui est hyper aussi ouf et c'est un truc, faut prendre un minimum de distance là-dessus. Je vous dis pas genre Justin Baldoni is in the clear et il est absolument exempt de toutes accusations, pas du tout, parce que là maintenant on prend de la distance. Mais ce que je vous dis, c'est d'essayer de comprendre à quel point les équipes PR ne te disent pas à toi qui es représenté par elles ce qu'elles vont mettre en place et ce qu'elles vont faire obligatoirement. Si je te dis t'inquiète, je m'occupe de ça et je vais détruire cette personne, c'est une manière de parler peut-être, ou peut-être que je suis sérieuse. Et donc toi tu ne te doutes pas d'à quel point ce qui peut se passer a été orchestré justement par ton équipe PR, tu n'en as pas idée. Parce que croyez-moi, s'il y a bien un truc que ces gens-là ne font pas, c'est être totalement honnête. Donc il est possible qu'il y ait plein de choses qu'ils aient mis en place, Justin Baldoni ne soit pas du tout au courant, comme il est possible qu'il ait absolument tout validé. Quand j'ai pu apprendre par exemple, avant je ne savais pas, ce qu'on appelle les paparazzades, donc vous savez quand les paparazzis débarquent devant des lieux où les stars se trouvent, en général c'est leur équipe PR qui a prévenu les paparazzis pour leur donner encore plus de présence en ligne. Et ces choses-là je ne savais pas. Je ne savais absolument pas. Ton équipe PR, des fois, travaille contre toi. Il y a des stars qui ne veulent pas de paparazzi. Et leurs équipes PR leur en balancent quand même. Revenons à l'article. Justin Baldoni, Melissa Nathan et d'autres membres de l'équipe ont affirmé dans leurs échanges de SMS que Blake Lively utilisait sa propre équipe de relations publiques pour créer une mauvaise presse sur Justin Baldoni, mais ils n'ont cité aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Et là, je vous partage un nouveau screenshot d'une conversation. Cette conversation est entre Jennifer Abel et Melissa Nathan. Jennifer Abel qui dit « The narrative online is so freaking good, and fans are still sticking up for Justin, and there literally has been no pickup of those two articles, which is actually shocking to me. But I see this as a total success, as does Justin. You did such amazing work. » Et Melissa Nathan qui lui répond « Narrative is crazy good. So did you. The majority of socials are so pro-Justin and I don't even agree with half of them. Lol. » Donc Jennifer Abel qui disait que le narratif qui est balancé en ligne, il est absolument génial et tous les fans sont en train de soutenir Justin et que en fait absolument personne n'a vu les deux articles. Alors deux articles qui je pense parlaient de Justin Baldoni en mal et elle dit que carrément ça la choque mais elle voit ça comme un succès total et il en est de même pour Justin. Et là elle félicite Melissa Nathan en lui disant qu'elle lui a fait un super travail. Melissa Nathan qui lui répond que le narratif est absolument taré tellement il est génial et elle la félicite également pour son travail et elle lui ajoute que la majorité des gens sur les réseaux sociaux sont pro-Justin et pourtant elle est même pas d'accord avec la moitié de ce que les gens disent. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de la dé que c'est, de l'étendue, de la manipulation, du mindfuck et de tout ce que ça peut être. Et c'est hyper dur même pour moi, enfin j'ai envie de dire surtout pour moi, de me rendre compte de ce genre de choses. Parce que je fais du contenu qui des fois donc est sur des sujets sociétaux engagés dans mais je vous fais aussi du contenu qui concerne des people et des affaires people. Et quand tu vois qu'en fait,
le point auquel on peut être manipulé, et donc le message que nous, on va vous partager par la suite, est manipulé à la base, doctored, comme on dit en anglais, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si les médias, c'est-à-dire que des articles dans le Daily Mail ainsi que le Hollywood Reporter, enfin c'est des vrais journalistes, normalement, ils ont au moins un minimum de déontologie. Ce ne sont pas les meilleurs là-bas, mais ils ont au moins un minimum de déontologie. Si même eux acceptent de balancer n'importe quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc à la mi-août, comme vous l'avez vu sur ces messages, Melissa Nathan et Jennifer Abel se réjouissaient de la tournure de ces événements. Le 16 août, Melissa Nathan a envoyé l'article du Daily Mail à Jennifer Abel intitulé Is Blake Lively set to be cancelled? Donc est-ce que Blake Lively est sur le point d'être cancel? Jennifer y a répondu Waouh, tu t'es vraiment surpassée. Ce à quoi Melissa a dit C'est pour ça que tu m'as embauchée, n'est-ce pas? Lui a répondu Melissa Nathan Je suis la meilleure. Peu après, une consultante en marketing de marque de chez TerraKit a produit un rapport en août pour Blake Lively qui a conclu qu'elle avait probablement fait l'objet d'une attaque en ligne ciblée et multicanale, similaire à celle contre Amber Heard. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais vraiment de ce qui s'est passé contre Amber Heard. Si vous la détestez aujourd'hui, c'est parce que Melissa Nathan, tout son travail a super bien pris sur vous. Parce qu'à mon sens, on devrait la détester et détester Johnny Depp. C'est les deux personnes qui sont détestables. Tous les deux. Amber avait déjà été violente dans d'autres relations par le passé. Johnny Depp a déjà eu des moves très toxiques dans ses relations. Il a été violent physiquement aussi avec Amber. Tous les deux sont à pointer du doigt. Donc pour revenir au rapport de la consultante en marketing, le rapport n'a pas identifié qui était derrière l'attaque, mais en analysant l'intégralité de l'index de recherche de Google pour le nom de Blake Lively, la consultante a constaté que 35% des résultats comprenaient une référence à Justin Baldoni. C'était très inhabituel compte tenu de la durée de sa carrière, et elle a suggéré que l'environnement médiatique a été manipulé. Voilà donc pour l'article. Voilà pour ce que j'en ai pris, voilà pour ce qui était important à vous dire. Mais donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous invite encore une fois, si vous voulez lire la plainte de Blake Lively, elle fait un peu plus de 60 pages et il y a aussi des index avec donc des screens, des preuves et des choses. C'est en barre d'infos. Et c'est justement grâce à cette plainte que les deux journalistes du New York Times ont pu entamer leur investigation, poser des questions pour pouvoir rédiger cet article plus que conséquent et ô combien complet et choquant en fait. Et raison pour laquelle je vous dis d'aller vraiment lire la plainte. Je suis désolée si vous parlez pas anglais, demandez à Google Trad ou à ChatGPT de vous aider dans ce cas-là, parce que vous allez voir que dans la plainte, il y a beaucoup de screenshots. Là, moi, je vous ai partagé les screens qui étaient dans l'article surtout. J'en ai pris, je crois, 1 ou 2 maximum dans la plainte, parce qu'il y en a beaucoup. Et chacun des screens est encore plus incriminant que le précédent. Je vous jure que ces échanges de messages sont ô combien choquants. La manière dont ils prennent de haut la situation, dont on dirait qu'ils ne sont pas en train d'essayer de rabaisser un humain en face, de manipuler l'opinion publique, c'est hyper choquant. Il y a très très peu de messages où Justin Baldoni parle, parce que je pense qu'encore une fois, ça a dû être ce truc dans le PR où c'est l'équipe qui fait tout, mais tout ce qui se dit est absolument fou. J'en profite quand même pour vous partager un 4e screen qui lui appartient directement à la plainte, qui est un échange entre Jennifer Abel, qui donc travaille pour le PR de Justin Baldoni à l'origine, et Jamie Heath, qui est le directeur de la production sur le film, où elle lui expliquait « Thanks for the call. Confidentially, I'm out to dinner with a friend of a 12+ year who writes for People Magazine, Fox News, In Touch, US Weekly, and she's fully briefed on the situation and is armed and ready to take the story of Blake, weaponizing feminism, to any other outlets the minute we give her the green light. She hates Blake, has heard this story before, and will do anything for us. Just FYI. » Parce que dans ce message, donc, Jennifer Abel, elle dit explicitement à Jamie Heath que là, elle est en train de dîner avec une de ses potes de longue date, qui est journaliste et qui travaille pour plusieurs médias, dont US Touch, Fox News et plein d'autres de press people, qu'elle a le narratif parce qu'elle a été briefée, qu'elle est prête dès qu'il lui donne le go. Elle est prête à quoi, à votre avis? À publier, ou en tout cas à soumettre des publications sur plusieurs des médias où elle taffe. Et aussi ce petit truc en plus de « elle déteste déjà Blake parce qu'elle a déjà eu des rumeurs sur elle par le passé ». Alors bien entendu, tu peux totalement détester une personne parce que tu as entendu des choses. Je suis la première à faire un contenu qui s'appelle « Pourquoi je déteste ». Je ne peux pas trop ouvrir mon bec par rapport à ça. Mais toujours est-il que pour une personne qui est dans la presse et qui doit avoir un minimum, quand tu taffes pour un média, c'est pas pour toi-même que tu écris, tu dois avoir un minimum de nuances quand même,
voire un maximum. Je trouve ça même pas limite, je trouve ça horriblement dégueulasse. Et donc là, vous vous questionnez peut-être sur comment se positionner au final. Et je pense que si cette histoire nous a appris au moins une chose, c'est qu'on doit pas nécessairement se positionner. C'est pas une obligation, on n'a pas le couteau sous la gorge, on n'est pas obligé de choisir un camp. Et je le dis pour moi aussi, je le répète encore, dans la mesure où j'avais pris un parti automatiquement, c'est quelque chose que je dis pour vous, mais que je dis surtout pour moi, ainsi que mes collègues influs. Genre les interviews de Blake, le lancement de sa marque capillaire en même temps que la sortie du film, toutes ces casseroles du passé, le sponsoring par Betty Booth, sa marque d'alcool, le fait qu'elle se soit mariée sur une ancienne plantation à esclaves, en fait, tout ce que j'avais déjà en tête avec à côté Justin Baldoni comme féministe, c'est simple, ma balance était déjà faussée dès le début. Et c'était une prise de position qui était faite même sans le vouloir, dans tous les cas j'avais pris position. Et sauf que s'il y a bien quelque chose justement que les procès entre Johnny Depp et Amber Heard ont pu nous apprendre avant, c'est que les équipes de PR et les scénarios qu'ils ou elles peuvent servir, c'est fort. Parce que pour moi, au final, on peut avoir 3 scénarios et absolument rien d'autre. Scénario 1. Justin Baldoni a fait tout ce que Blake l'accuse d'avoir fait. C'est une enflure, une ordure. Il a toujours utilisé le féminisme comme un bouclier, comme beaucoup d'hommes connus l'ont déjà fait. Et l'équipe de Melissa Nathan a tout simplement enfoncé Blake pour essayer de sauver Justin. Scénario 2. Melissa Nathan a vraiment été embauchée par Justin Baldoni pour contrer Blake Lively, qui elle était en train de tenter d'une manière ou d'une autre de redorer son image qui, on le sait, est ternie depuis des années. Et donc tout ce qui s'est passé, c'est une campagne de Blake qui essaye d'instrumentaliser la campagne de Melissa Nathan. Et ce qui voudrait dire que donc, sur ce scénario 2, Blake mentirait dans sa plainte. Et en scénario 3, la chose à laquelle beaucoup de personnes ne veulent pas trop penser, parce que dans ce monde, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a plein de nuances de gris, dans le 3e scénario qui est possible, c'est que ce sont tous les deux des ordures. Justin Baldoni peut potentiellement avoir fait la majeure partie ou quasiment tout ce que Blake lui reproche. À côté, Blake, c'est également une mauvaise personne, et ils sont en train de se battre avec des équipes de PR interposées. Vraiment, maintenant, j'en suis arrivée à cette conclusion. Pour moi, il y a ces 3 scénarios possibles et il n'y en a aucun autre. Je ne vois pas lequel autre ça pourrait être. Allez, ok, scénario 4, il y a une personne qui susurre à l'oreille de Blake et qui lui dit des mensonges et donc derrière, non, parce que ce qu'elle accuse là, Justin d'avoir fait, ainsi que Jamie Heath et d'autres personnes aussi derrière et le studio et nanani, ce sont des choses qu'elle aurait subi vraiment dans ce cas-là en fait. Donc il n'y a pas une personne qui susurre à l'oreille, il n'y a pas de scénario 4. C'est un des 3 scénarios. Soit Justin est un enfoiré, soit Blake est une enfoirée, soit tous les deux sont des enfoirés. Et pensez bien à cette 3e solution. Parce que je le sais, je suis comme ça, et beaucoup de personnes sont comme ça. On a une vision très cartésienne de la vie, manichéenne, pardon, pas cartésienne, très manichéenne. On a ce truc du tout noir ou du tout blanc, sauf que c'est pas comme ça partout. De la même manière qu'entre Amber Heard et Johnny Depp, c'était pas tout noir ou tout blanc, il y avait plein de nuances de gris là où tous les deux étaient coupables de choses, mais là où ça a été sale, c'est le fait que Johnny Depp s'asseye sur une équipe de PR qui a fait une campagne sale, mais affreusement sale, contre Amber Heard. Et là-dessus, ouais, là, c'est vraiment lui l'ordure des deux. Mais ici, pour le coup, on est sur 2 équipes de PR interposées, donc il y a aussi ce 3e scénario. Moi, je pencherais plutôt par là. On est sur potentiellement Justin Baldoni qui est un connard de plus, et qui a fait toutes ces choses-là. Et derrière, on a Blake, qui on sait est une mean girl depuis longtemps, et a eu elle aussi des comportements hyper relous, mais pas l'équivalence de ce qu'elle a subi, parce que s'il y a eu du harcèlement sexuel, moral et des remarques cheloues et tout ça, on n'est pas au même niveau si elle a été uniquement relou, je tiens quand même à le dire. Mais je pense que par la suite, on va en savoir un peu plus, parce que obligatoirement, il y a d'autres conversations qui vont sortir, il y a d'autres SMS, il y a d'autres échanges de mails, il y a obligatoirement d'autres choses, il y a peut-être aussi d'autres personnes qui vont parler, parce que étant donné que, n'oubliez pas, cet élément en soi aurait dû nous alerter plus qu'autre chose, si tout le monde a unfollow Justin, il y a peut-être une raison. Parce que quelque part, moi, j'ai vu ça plutôt comme l'inverse. Un peu comme, vous savez, c'est tout le groupe qui bully une personne. C'est-à-dire que lui, c'était le seul qui a vraiment vu le vrai sujet du film. Colleen Hoover, on sait que même si c'est l'autrice de l'histoire, elle est hyper problématique. Et en plus, elle a un comportement de mean girl et elle s'est mise avec Blake. Il y en a plein qui sont peut-être dit, étant donné que Blake Lively, elle est hyper connue, c'est la femme de Ryan Reynolds, faut que je me mette de son côté. Donc peut-être qu'ils ont agi juste comme ça, en suivant Blake. C'est ce que je m'étais dit automatiquement. Mais sauf qu'au final, pourquoi le scénario qu'on s'est pas fait par rapport à ça, c'est pas le fait que, en fait, ça a été un connard. Et c'est pour ça que tout le monde l'a unfollow. Et c'est juste la puissance de ce que les médias nous ont dit.
Étant donné que les médias ont pour beaucoup souligné le fait que depuis Gossip Girl, il y a énormément de, même pas des rumeurs, hein, il y a des gens qui ont parlé, qui ont dit que Blake Lively était insupportable. Moi-même, j'ai pu être témoin de Blake Lively en live, parce que je sais pas, alors pour les fans de Gossip Girl, je sais pas si j'avais raconté ça à ce moment-là, cet été sur la vidéo, mais je sais pas si vous vous souvenez donc la scène à Gare du Nord, quand Chuck et Blair se revoient, elle a l'énorme robe rouge. Et donc, j'avais appris avec une de mes meilleures potes à l'époque, on était au collège, que c'était tourné à la Gare du Nord. Donc on s'est dit, viens, on fait le mur ce soir, on savait que c'était tourné en pleine nuit, on fait le mur et on va voir les acteurs. Parce que on était absolument trop fans, et je suis encore trop fan aujourd'hui de Gossip Girl. Un peu moins de certains acteurs et actrices bien sûr, mais encore trop fan de la série. On a fait le mur, on est arrivé là-bas, il faisait hyper froid, on est resté... Non, ou il faisait hyper chaud, je sais plus du tout, c'était l'un des deux en tout cas, mais je crois qu'il faisait hyper chaud. On est resté, on a regardé, c'était trop stylé, Leighton Meester absolument trop belle, c'était beaucoup trop stylé, et un nain, en plus Leighton à la fin qui vient dire bonsoir à tout le monde, elle remercie tous les gens qui sont venus, elle leur dit je suis désolée on peut pas rester, on a une autre scène à finir de tourner avant d'aller se coucher, plus loin dans le centre de Paris et tout, mais elle a parlé aux gens et elle était trop mimes. Et à côté de ça, on a eu Blake Lively qui était présente avec d'autres acteurs pour regarder la fin de cette scène, qui disait bonjour à personne. C'était la seule actrice de tous qui a dit bonjour à personne. Ed Westwick, ainsi que n'importe qui d'autre, tout le monde, Chase Crawford et tout ça, ils sont venus dire bonjour. Au moins à quelques fans qui étaient là, prendre une photo vite fait, signer un autographe. Elle a dit bonjour à personne. Elle a signé aucun autographe. Elle est repartie. Donc oui, il est sûr qu'en fait, quand ce narratif il a été poussé, parce que c'est un narratif qui est réel, c'est une fille, il y a plein de ses costards qui s'en sont déjà plaints, il y a plein de personnes qui ont dit qu'elle a un comportement de mean girl, d'accord. Et prendre une mean girl et vous dire, bah elle a encore été une mean girl, en soi, le narratif il est déjà créé. Parce que il y a ton passé qui parle. Et c'est ça qui est assez horrible, c'est de te dire qu'il suffit d'avoir été comme ça plusieurs fois dans ta vie pour qu'on puisse penser automatiquement. C'est comme, vous savez, Pierre et le loup. Cet imbécile de Pierre qui crie toujours au villageois « Il y a le loup, il y a le loup, il y a le loup ». Sauf que le jour où il y a le loup, bah personne ne le croit parce que toutes les fois d'avant, il a menti. Et là, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, Blake Lively est en train de dire « Je suis innocente, je porte plainte parce que je suis innocente de ce dont on m'accuse. Et par contre, moi, j'ai subi du sale et les gens se sont dit automatiquement, étant donné que c'était une mean girl, c'était encore le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est important qu'on prenne de la distance. C'est quelque chose, ça va être difficile de le faire parce qu'il y a plein d'affaires où malheureusement, si t'as pas de document légal sur lequel t'appuyer, t'as quasiment rien en fait à dire dessus. Mais c'est quelque chose, je me le promets, je vous le promets pour 2025, il faut absolument qu'on le fasse ensemble, qu'on le fasse que vous le fassiez, que je le fasse, parce que c'est important. Parce que ça nous permet de pas faire des faux procès comme j'ai pu le faire sur ma vidéo il y a 3 mois. Et pour moi, c'est hyper important aussi de pouvoir juste avouer mes erreurs parce que je suis un être humain, je suis perfectible. En plus, je suis encore grave jeune, j'ai pas tout vu du monde, je ne sais pas à quel point l'humain est mauvais, donc voilà. Mais sur ce, mes poulets, je vous fais de gros bisous. Vous allez fêter les fêtes peut-être, enfin Noël quoi. Si c'est pas le cas, bah écoutez, juste continuez votre vie, hein. Passez une bonne semaine, j'ai envie de vous dire. Si vous fêtez Noël, profitez à fond. Si vous êtes dans des cadres familiaux difficiles, si jamais il y a des situations difficiles, que actuellement vous êtes broke, qu'il y a plein de trucs qui font que c'est pas votre moment, respirez un grand coup s'il vous plaît. Vous allez survivre. Vous allez y survivre. Vraiment, vous allez y survivre. Si j'ai survécu à plein de Noël horribles, je vais pas donner de détails, mais j'ai survécu à plein de Noël horribles, vous allez aussi y survivre. Vraiment, je vous le dis, je vous envoie de la force, je vous fais plein de bisous et des câlins virtuels, vous allez y survivre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt mes poulets, prenez soin de vous. Peace guys.